Alors, pour dire un petit mot sur Chloé, je pense que vous l'avez découvert sur sa première vidéo YouTube qui a été censurée, qui a été repris derrière par pas mal de pages et de groupes sur Facebook, heureusement. Euh, et c'est vrai que cette vidéo qui parlait de Gavi, l'OMS, Bill Gates et pas mal de sujets a fait un petit peu le buzz, on peut dire. Donc voilà, je pense que beaucoup qui nous écoutent actuellement t'ont découvert par le biais de cette vidéo. Et beaucoup aussi ont pu te découvrir récemment aux côtés de Casas Novas et Macroussi, enfin, par rapport à l'émission que vous avez fait jeudi, qui sera tous les jeudis d'ailleurs. Oui, ouais, exactement, Matt. Ouais, ouais. Donc c'est sur YouTube, sur ta chaîne YouTube, ça s'appelle l'info en question. Donc beaucoup t'ont découvert jeudi et plus largement par rapport à cette première vidéo. Donc voilà, pour un petit peu t'introduire. Je te laisse un petit peu te présenter et puis après on reviendra vers toi avec quelques petites questions. Moi, je suis donc mathématicienne, enseignante de maths, militante à Genève depuis 8 ans. Je suis complètement allergique à tout ce qui est injustice, mensonge, restriction de liberté. Et j'adore comprendre les choses. J'ai vraiment l'esprit scientifique, c'est-à-dire que je me laisse pas convaincre par juste des belles paroles ou par des discours faits à la télé. J'ai besoin toujours d'aller vérifier les choses et surtout de me dire est-ce que ça a du sens. Donc, je suis un petit peu une archéologue de l'information et en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup à déterrer. Donc, c'est passionnant. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire toutes ces recherches? Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à creuser vraiment tout ce que tu as mis en évidence ces derniers temps et qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu puisses prendre la parole et t'exprimer sur tout ça? Alors bon, comme j'ai dit avant, je le fais depuis déjà plusieurs années, mais en ce moment, on a quand même une batterie de mesures qui sont mises en place contre la population. Hein. Ils expliquent que c'est une guerre contre le virus. Moi, je vois que c'est plutôt une guerre contre les libertés individuelles et collectives. Et je ressens une accélération de toutes ces mesures qui nous sont annoncées depuis déjà plusieurs années. Hein. Si on fouille bien dans les documents même officiels, on voit qu'il y a ces projets de vaccination globale, de puces RFID, de contrôle, de dépopulation, d'éviction des campagnes aussi avec l'agenda 21. Il y a vraiment beaucoup de documents qui expliquent. Mais là, si vous voulez, il y a toute une série de choses qui arrivent en même temps et durant un moment où on nous enferme à la maison. Alors, on a de la chance, en Suisse, on n'a pas subi le confinement comme en France ou comme ailleurs. On avait une liberté beaucoup plus grande d'aller et venir. C'était juste les personnes vulnérables qui étaient assignées à résidence. Mais disons que moi, j'ai pas été confinée un seul jour. Hein. Donc, ça m'a laissé un peu de temps, justement, puisque j'ai enseigné en ligne. Mais disons que mon emploi du temps m'a permis de me renseigner, de regarder des vidéos, de regarder des documents et d'aller me balader justement à Genève, puisqu'on a énormément d'organisations internationales et de sièges de différentes alliances, donc Gavi, enfin bon, il y en a plein, dont l'OMS aussi, qui sont justement basés ici. Donc, ça m'a donné l'occasion d'aller faire quelques visites. Ben moi, j'ai envie de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, évidemment, par ta vidéo, tu as récemment parlé de l'OMS, ID 2020, Gavi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette association peut constituer une menace pour notre santé? L'OMS fait partie des partenaires dans l'Alliance Gavi, d'abord, pour commencer, l'Alliance pour la vaccination globale, qui est donc juste à côté de chez moi, le bâtiment dégueulasse, pardon du terme, qui héberge d'ailleurs d'autres associations du même style, hein, Global Fund, Unitaid, d'ailleurs, qui est présidée par Marisol Touraine. Je ne vais pas détailler. Donc, l'OMS fait partie des partenaires de Gavi avec la fondation Bill et Melinda Gates, avec l'UNICEF, la Banque mondiale et puis toute une clique de labos pharmaceutiques. Ensuite, Gavi fait partie des financeurs de ID, donc ID 2020, donc Identification digitale 2020, et aussi Microsoft, donc la multinationale de Bill Gates, Accenture, IDEO, et qu'est-ce qu'il y a encore dedans? La Fondation Rockefeller, bien sûr. Donc, tous ces gens sont
impliqués dans un projet commun qui est de vacciner l'ensemble de la population mondiale. On a moult discours qui le prouvent et qui l'annoncent. Même Tedros Adhanom Ghebreyesus, voilà, je m'en rappelle, le dit donc dans le rapport, vous savez, du sommet mondial de la vaccination qui a eu lieu le 4 juin, qui dit que sans vaccin, on ne reviendra pas à une situation normale. Donc leur but, c'est de vacciner les gens, mais en plus de leur mettre une sorte de carnet de vaccination sous la peau, par exemple au moyen du fameux Quantum Dot Die, qui est le passeport numérique avec des points quantiques, vous savez, qu'on peut repérer avec le téléphone, qui se met avec le vaccin. Et ça, donc, c'est un début d'identification, donc qu'on ne peut pas enlever. Hein. C'est comme une batterie de téléphone dans les nouveaux téléphones qu'on ne peut pas retirer. Moi, j'en ai pris exprès un d'ailleurs, où on peut enlever la batterie, petit détail au passage. À côté de ça, on a un Bill Gates qui nous dit oui, alors une puce RFID, ça serait utile quand même pour payer. D'ailleurs, il nous prépare une société sans cash, hein, vous êtes au courant, on en parlera peut-être plus en détail après. On a Elon Musk qui dit que d'ici 5 à 10 ans, on a des implants, on mettra des implants dans notre cerveau pour ne plus devoir s'exprimer par la parole. Ça sera des choses qui se font via ces implants. On a Jacques Attali en 2008 qui nous parle de la puce RFID qui nous sera imposée, disons qui nous sera implantée soit avec notre consentement, soit sans notre consentement. Enfin, tout ça, c'est des documents qui sont très, très facilement accessibles. Hein. Je pourrais vous donner les liens si vous voulez. Donc, tout ça nous porte à croire qu'il y a une volonté quand même de nous tracer. Hein. Il n'y a pas que l'application, il y a aussi ce système qui nous permettrait de ne pas… parce qu'ils nous vendent ça comme une facilité qui nous permettrait de ne pas avoir à porter nos cartes ou à avoir notre porte-monnaie. D'ailleurs, ils nous ont déjà bien habitués avec Twint, vous savez, le truc là où on met la carte et on paye sans contact. J'en parle souvent, ça. Moi, c'est avec contact, toujours. Ils ont essayé en France il y a des années avec un truc qui s'appelait Moneo. Et oui. Je pense que c'était un peu trop tôt pour les Français. Du coup, ça a fait un flop radical. On leur présente toujours les choses comme des facilitations de leur vie de tous les jours. Hein. Donc, c'est toujours plus facile. Et puis, c'est pour votre bien-être, votre confort. Et puis, comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir vos carnets de vaccination avec vous. Et puis, au final, on ne peut plus la retirer. Donc, on est traçable n'importe où, n'importe quand. Il y a même, j'ai vu ce matin, encore un truc, il y a une société qui a été financée par toujours le même, hein, Bill Gates, qui donc développe un implant qui permettrait de délivrer, de diffuser une dose de médicaments ou de vaccins à distance. Donc, ça serait c'est une puce un peu distributrice de médicaments qui est presque au point, je crois. Voilà, donc c'est encore des petites merveilles technologiques. Ils vont présenter ça comme quelque chose de fantastique pour les personnes qui souffrent de diabète, par exemple, ou qui ont besoin de prendre des choses régulièrement dans la journée. Et oui, ça va être un progrès. De la même manière qu'ils ont mis les puces sur les animaux, parce que c'est un côté pratique, ils vont pas nous dire mettez-vous des puces, ils vont trouver des astuces pour que nous-mêmes on soit demandeurs, quoi, en fait. La peur leur permet de nous vendre n'importe quoi. Toujours avec le prétexte de la sécurité. Hein. Mais il y a une citation de Benjamin Franklin qui dit que un peuple qui… comment ça va déjà qui donne un peu de sa liberté contre un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et il finit par perdre les deux. On est complètement là-dedans. Hein. Donc, notre salut, l'issue, à mon avis, ce sera de ne pas adhérer à cette peur, de ne pas se laisser entraîner par ces mouvements de panique, par ces mesures qui sont… par exemple, mettre les masques. Hein, il y a tout le monde qui met les masques dans les restos. Ça, pour moi, c'est une manière d'entretenir la peur. C'est une manière aussi de voir lesquels sont soumis, lesquels ne le sont pas. Exactement. Ouais. Et identifier les personnes qui sont prêtes à se soumettre sans problème. C'est ça. Mais on est totalement dans la stratégie du choc en ce moment. Enfin, depuis longtemps d'ailleurs, mais aujourd'hui, je pense que… C'est un très bon cas d'école en ce moment d'un exemple de stratégie du choc de Naomi Klein. Donc, je vous conseille de le lire. Hein. C'est un pavé comme ça, mais très, très intéressant. On va commencer par allez, les Rockefeller, c'est les plus anciens. C'est vrai, c'est les plus anciens. Donc, le patriarche, le fondateur de la dynastie, 1800, je ne sais plus combien,
a commencé à faire fortune avec le pétrole, hein, et a fondé la Standard Oil, donc la fameuse entreprise d'exploitation de pétrole qui a donné Esso, vous savez, le nom des stations-service de Esso. En fait, c'est les initiales de Standard Oil. Et il vendait à l'époque son pétrole en disant que c'était un remède pour pas mal de maladies et entre autres que c'était un élixir de jouvence. Alors, il s'est fait assez vite rattraper par la justice de l'époque qui l'a, disons, condamné, je ne sais plus à quelle peine. Mais en tout cas, il a dû arrêter avec la Standard Oil. Il a fondé la fondation Rockefeller, donc en 1913, juste avant la création de la Réserve fédérale. D'ailleurs, il y a un petit lien entre les deux, je vous laisserai regarder. Et Réserve fédérale qui a permis de privatiser la création monétaire tout en faisant semblant que c'était une banque centrale étatique. Et en même temps, en 1913, il y a eu la création de l'IFRS, qui est l'Institut de récolte des impôts. Et puis ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale. Donc la Réserve fédérale a permis de financer pas mal de choses au niveau de la Première Guerre mondiale. Mais là, je vais m'arrêter là en termes sur ce chemin-là. Je vais vous parler des autres choses que la Fondation Rockefeller a permis de financer. Notamment, donc elle a permis de financer les facs, les universités de médecine chimique des laboratoires, parce que avant l'intervention de la Fondation Rockefeller, toutes les médecines cohabitaient et étaient enseignées dans les écoles. Et puis, la Fondation Rockefeller a participé à l'élaboration d'un rapport, le rapport Flexner 1910, qui discréditait en fait toutes les formes de traitement naturel pour la médecine. Et donc, toute cette campagne a permis d'éliminer les formations de médecine naturelle et à promouvoir, à plébisciter la médecine symptomatique chimique des labos pharmaceutiques. Elle a également financé l'université de Chicago, dont est issu, où travaillait Milton Friedman, et qui a largement diffusé la doctrine libérale, enfin plutôt néolibérale, à partir des années 70. D'ailleurs, c'est à peu près à ce moment-là que la loi, vous savez, du 3 janvier 73-73, Pompidou-Rothschild a supprimé la possibilité pour la Banque de France de financer les crédits destinés à l'État. Vous savez, c'était à peu près au même moment. Et c'est aussi à ce même moment que la Fondation Rockefeller a créé la commission trilatérale. Après avoir financé le CFR, Council of Foreign Relations, et aussi le groupe Bilderberg, le fameux groupe Bilderberg, donc 1954, qui se réunit chaque année et qui était à Montreux, en Suisse, en juin 2019, et dans lequel ils ont parlé de plusieurs choses, d'un nouvel, comment ils appelaient ça, c'était l'équivalent du nouvel ordre mondial, un équilibre, un ordre stratégique stable, je crois. Et également, ils ont parlé de la militarisation des réseaux sociaux et de l'éthique dans l'intelligence artificielle. Donc voilà, ils ont financé ces trois groupes mondialistes. Ils ont également financé, je suis désolée, la liste est un peu longue, hein, et elle sera encore une fois pas exhaustive, donc je vous laisserai vous renseigner pour la suite. L'Institut Kinsey. C'est qui c'est, Kinsey? Le médecin qui a fait des thèses sur la sexualité infantile, le fameux à qui on doit toutes les thèses d'aujourd'hui d'ailleurs, sur lesquelles travaille l'OMS, etc. Ouais. Les standards qui ont abouti aux standards pour l'éducation sexuelle européen de l'OMS. Exact. Ouais. En fait, ce monsieur, il faisait des expériences sur les enfants et il regardait combien d'orgasmes avaient les bébés par heure. Donc c'est bien, hein, comme projet de la part d'un philanthrope comme Rockefeller. C'est des études qui sont encore étudiées aujourd'hui. Hein. Je te vois hausser les sourcils, Yoann, mais vraiment, faites vos recherches sur Kinsey, vous allez halluciner. Oui. Bon, il a fait plein d'autres choses. Il est à l'origine aussi du Codex Alimentarius, hein, c'est une sorte de norme qui concerne l'alimentation, qui permet de calibrer les tomates, d'irradier les aliments, et puis qui permet de dire ce qui est légal de faire pousser et ce qui est illégal de faire pousser. Enfin bon, il y en a pour la soirée, si on veut expliquer tout ce qu'ils ont financé, ces gens-là. Évidemment, et donc ils financent ID 2020 aussi, évidemment. Et puis, ils sont très, très proches de Bill et Melinda Gates, qui, eux, se prétendent des philanthropes qui veulent sauver l'humanité à coup de vaccins. Hein, des vaccins. On va faire le petit historique
petit rappel historique de certains vaccins qui ont fait des dommages dans le monde, notamment entre 2000 et 2017 en Inde, le vaccin contre la polio, qui a fait des paralysies flasques aiguës, c'est le terme technique, sur à peu près 500 000 enfants. Voilà, donc, et qui ont donc abouti à une éviction de cette fondation philanthrope bienfaitrice de l'humanité de l'Inde. C'est-à-dire que le gouvernement indien a dit plus jamais vous remettez les pieds ici. Ils ont fait des campagnes de vaccination en Afrique également, au Kenya, pour le tétanos notamment, et aussi avec leur vaccin contre le HPV, donc le papillomavirus. Il y a eu aussi des morts, enfin voilà, que des choses sympathiques. Donc les vaccins de Bill et Melinda Gates, on voit ce que ça donne. Et puis en plus, il faut savoir que donc cette fondation finance McDo, Coca, Monsanto, donc que des multinationales engagées pour la santé humaine et pour la démocratie, les droits humains, hein, comme vous le savez. Total, Shell, Glencore. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, les médias, vous savez bien, Le Monde, 4 millions depuis quelques années, là 2 millions en 2019 pour donner les informations objectives, bien sûr, qui disent que les vaccins, c'est bien. Hein, et puis que l'artémisia, par contre, non, ça c'est dangereux. Hein, la plante qui est utilisée contre le paludisme depuis je sais pas combien de décennies en Afrique, non, ça, il ne faut pas y toucher. Donc voilà l'étendue de ces bienfaits. Il y a aussi le brevet sur la crypto. Vous savez, j'en avais parlé dans la vidéo sur l'OMS. Donc la Fondation Bill et Melinda Gates ont financé un brevet qui permet au corps humain de miner de la crypto-monnaie en faisant de l'exercice. Comme dans l'épisode 2 de la saison 1 de Black Mirror, où je vous renvoie à cet épisode fort instructif, qui montre qu'en fait, les humains, ils n'ont qu'une activité dans leur vie, c'est faire du vélo pour gagner des sous, pour ensuite les dépenser en choses complètement futiles, et ils ne peuvent pas sortir de leur maison. Enfin, c'est le cauchemar absolu. Il y a aussi, par exemple, les fondations de George Soros, Open Society Foundations. Qui est d'actualité en ce moment, ce monsieur, d'ailleurs. D'actualité, qui finance le Black Lives Matter. Alors, sur le fond, bien sûr que c'est louable de financer des manifs contre le racisme. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les manifs souvent dégénèrent et on peut penser que les personnes qui sont à l'origine de ces embrasements durant des manifs pacifiques sont peut-être financées par ce genre de personnes. Alors moi, j'ai pas les documents précis là-dessus, donc je ne m'aventure pas, je ne vous l'affirme pas, mais j'ai beaucoup de faisceaux d'indices, disons, qui montrent que Soros a une tendance à vouloir instrumentaliser les manifestations pour créer de la violence. Et puis aussi, ce que j'ai vu aussi, c'est que la fondation l'Open Society de George Soros finance une société qui s'appelle Pointer Institute. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est une société de contrôle, de fact-checking sur les réseaux, notamment sur Facebook. Encore une? Et bon, il y a aussi la fondation Bill et Melinda Gates qui finance ça, Facebook, Google et d'autres. Mais il y a aussi l'Open Society de George Soros. J'avais entendu une info, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Il y avait, comment il s'appelle, Alexandre Benalla, qui aurait été à la direction de la censure sur Facebook, enfin, je ne sais plus de quoi, de la vérification de l'info. Attends, je regarde juste le nom pour ne pas me tromper, mais je crois que c'est Comia, c'est aussi oui, c'est ça. C'est Benalla qui a fondé et il est directeur de cette société depuis juillet 2019. C'est une société de surveillance sur Internet. Comme d'habitude, c'est très clair. C'est pour ça qu'on a invité Chloé ce soir. C'est justement pour aborder tous ces sujets avec facilité et avec précision. Donc, c'est vraiment le but de l'avoir avec nous sur ce live. Donc, on nous annonce une austérité pour demain. Et c'est vrai que l'exemple de la Grèce est assez parlant. La stratégie, c'est toujours la même, c'est d'endetter à son insu la population, en tout cas l'État, pour ensuite prétexter un manque d'argent et justifier les mesures d'austérité, la privatisation des bijoux de famille, donc des entreprises qui rapportent en général, hein, comme Aéroport de Paris, la Française des Jeux, etc. Et donc dire que c'est normal, qu'il faut serrer la ceinture, qu'il faut gagner moins, qu'il faut travailler plus, etc. Mais par contre, bizarrement, les multinationales ultra riches qui ne payent pas d'impôts chez nous et à qui on fait des cadeaux fiscaux jusqu'au plafond à coup d'exit tax, de flat tax
flat tax, je vais y arriver, qui disparaissent, d'ISF qui sont complètement supprimés, etc. Eux, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas besoin de payer d'impôts parce qu'ils créent de l'emploi, soi-disant. Il ne faut pas oublier que l'État, c'est le plus gros créateur d'emplois, bien avant le secteur privé. Enfin, en tout cas, c'était le cas il y a quelques années. Donc, le prétexte est toujours le même. D'ailleurs, il est très bien expliqué dans, où est-ce qu'il est ce livre? Dans ce livre qui a été écrit par le CADTM, Comité d'abolition des dettes illégitimes, qui explique comment on fait un audit citoyen de la dette. En Belgique et en France, ils l'ont déjà fait, donc c'est très intéressant parce que en Grèce aussi d'ailleurs. Je vous parle du CADTM puisqu'on va rejoindre justement ce qui s'est passé en Grèce. Ce qui s'est passé en Grèce, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un endettement artificiel qui a été fait avec l'aide de Goldman Sachs d'ailleurs, la banque qui est aussi à l'origine de la crise des subprimes de 2008. Qui a creusé donc cette dette et qui a augmenté les taux d'intérêt. Et ce qui a fait que la Grèce s'est trouvée en défaut de paiement. Elle ne pouvait plus payer puisque les taux d'intérêt étaient tellement élevés. Et puis, c'est là que Syriza arrive, le parti de Tsipras, pour dire, nous, on va annuler la dette. Si vous nous l'utilisez, on va annuler la dette. Ce qui s'est passé, donc, c'est qu'ils avaient mandaté le fameux CADTM, qui d'ailleurs a aussi écrit ce livre, La vérité sur la dette grecque, que je vous recommande. Je ne l'ai pas encore fini, mais c'est une mine d'informations. Donc, le CADTM a audité cette dette et en a conclu qu'elle était insoutenable, illégitime, illégale et odieuse. Donc, il n'y avait pas de raison qu'elle soit remboursée. Et à partir d'un certain moment, je crois 1 an plus tard, dès qu'il a été élu, Tsipras en 2015, il a dit que finalement, ils n'allaient pas annuler la dette. Alors, on a une source qui dit qu'il a eu des menaces de mort sur sa famille et qu'il a donc des pressions qui l'ont dissuadé d'aller au bout de son programme, en fait, qui était l'annulation de la dette. Et il a laissé sa population dépérir, vendre tout le patrimoine, les ports, enfin bref, et payer, en fait, avec un endettement encore plus important, la dette qu'il avait auparavant auprès des banques, essentiellement françaises, anglaises et allemandes, en fait. Cet endettement a permis de payer simplement des banques et pas du tout de payer les services publics et de profiter à la population. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est à peu près la même chose chez nous. Le Covid tombe bien puisqu'il y a des crédits qui sont débloqués, donc un endettement de l'État français qui, comme je vous le rappelle, depuis 1973-73, ne peut plus se fournir en argent auprès de sa banque centrale sans intérêt. Donc, maintenant, il est obligé de s'alimenter auprès des banques commerciales qui font des intérêts importants, donc qui augmentent en fait la dette initiale, et du coup, ça lui permet ensuite d'imposer toutes ces mesures. Juste un petit exemple que j'ai lu dans le livre de Claire Sévrac, qui est morte d'un cancer en 2016, je vous rappelle, à Noël 2016, La coupe est pleine. Vous avez dans les premières pages l'historique des dettes françaises, page 18-19, et là ils disent elle dit que à partir du moment où cette loi Pompidou-Rothschild, en fait Pompidou, mais comme il était directeur chez Rothschild, c'est pour ça qu'on rajoute le Rothschild à la fin, a obligé l'État français à s'endetter d'un crédit de 6 milliards de francs à l'époque, et que cette dette, ajoutée, disons, étoffée de tous les intérêts qu'elle avait générés, a été payée 80 milliards en 1988, donc plus de 10 fois la mise de départ. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu l'idée de comment ça marche la monnaie et pourquoi certains ministres en France, mais en Suisse c'est exactement la même chose, sauf que c'était en 2004, mais bref, pourquoi certains ministres ont fait passer des lois, ou pourquoi le gouvernement a fait passer des lois pour empêcher l'État de s'alimenter, de prendre des crédits auprès de la Banque centrale. Et c'est à partir de là, des augmentations exponentielles de l'endettement public. Si je peux faire une petite parenthèse, tu disais que la dette, par rapport à ce que tu disais sur la dette, en France, par exemple, j'ai plus les chiffres exacts, mais depuis la loi de 73, la totalité de l'intérêt qu'on a remboursé sur cette dette, qui n'avait pas lieu d'être avant cette loi, représente plus que la dette qui nous reste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'avait pas payé ces intérêts, aujourd'hui, la France ne serait même pas endettée. On a payé, je ne sais pas combien de fois les intérêts. Je sais qu'en 2015, tous nos impôts, les impôts français, ont permis de payer uniquement les intérêts. Ouais. Alors qu'avant, il n'y avait pas d'intérêt, ou presque pas.
Bah, il y en avait, mais pas, oui, enfin, pas surtout. Et à la limite, le pays créait de l'argent pour développer l'économie, il le détruisait en le remboursant. Sauf qu'aujourd'hui, l'intérêt fait que… C'était la Banque centrale qui n'était pas non plus complètement nationalisée. Hein. Ça s'est passé sous Napoléon en 1800. C'est aussi des banquiers. D'ailleurs, il y avait un banquier suisse dans l'histoire qui a créé… Non, non, mais quand on tire la ficelle de la pelote, là, il y a tout qui vient. Mais en tout cas, il n'y avait pas ces taux d'intérêt actuels. Donc, c'était pas non plus complètement étatisé, nationalisé, mais il n'y avait pas des monstres intérêts à payer chaque année. Et effectivement, s'il n'y avait pas eu ces taux d'intérêt, c'est Rocard qui le disait il y a quelques années, on n'aurait pas d'endettement actuellement, ou on aurait un très faible taux d'endettement. Chez nous, juste pour la petite histoire, en Suisse, c'est Caspar Villiger qui a fait passer la même loi, donc un peu plus tard. Et ce Caspar Villiger, il est passé directeur à l'UBS juste après. C'est intéressant aussi, hein. UBS, c'est la banque la plus importante en Suisse avec le Crédit Suisse. Belle promo. Voilà, la promo, ouais. Les portes tournantes. Ouais, c'est un peu la Goldman Sachs suisse en fait. C'est comme Mario Draghi qui quitte la BCE et qui retourne chez Goldman Sachs. Bizarrement, ils sont toujours dans les mêmes endroits. Hein. C'est ça. Ils se croisent. Facilement repérable. Hein. Ils changent des rôles et puis hop là. Et puis voilà. C'est les mêmes. La garde. Draghi, il venait à la base de Goldman Sachs avant d'être à la BCE d'ailleurs. Il est juste retourné quoi. Il a fait un petit séjour à la BCE et hop, il est reparti à la maison. Ouais. Non, la création monétaire, moi je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus parce que c'est quand on comprend comment est créé l'argent et pourquoi, alors on comprend beaucoup mieux le système dans lequel on vit et on comprend pourquoi on est si férocement en compétition les uns avec les autres. En fait, c'est induit par le système de création monétaire puisque il n'y a jamais assez d'argent pour tout le monde puisqu'on doit payer toujours plus d'intérêts que ce qui a été créé. Eh bien, tout le monde court après l'argent, qui est une denrée rare, un peu comme des chaises musicales, et tout le monde est en compétition avec tout le monde. Alors, peut-être pas au niveau individuel, mais au niveau des entreprises, au niveau de l'État, et ça crée, des comportements, disons, qui sont complètement induits par ce système. Si on avait un système de dons, qui était notre système économique le plus durable dans l'histoire de l'humanité, eh ben on n'en serait pas là. On pourrait développer nos facultés, nos qualités de solidarité, de générosité, d'honnêteté, on ne serait pas obligé de voir cette corruption, ces mensonges, cette manipulation, cette compétition, cette concurrence. Encore une petite comparaison que j'avais faite, je trouve qui est très parlante, c'est que depuis que l'Homo sapiens est apparu sur Terre, donc c'était dans les moins 200 000, moins 300 000, en fait, si on considère toute l'humanité depuis ce moment-là, on a, et qu'on le fait une analogie, qu'on l'assimile à un livre de 100 pages, si toute cette période-là représente 100 pages, et ben 98 pages, 98 pages représentent une vie où on n'a pas d'exploitation de l'homme par l'homme, où tout le monde vit en harmonie avec tout le monde, où il y a du don, il n'y a même pas de crédit, il n'y a même pas de comptabilité, les gens vivent sans les chiffres. J'en parle parce que je suis prof de maths, donc quelque part je suis un peu responsable de ça aussi, hein. Les chiffres c'est aussi mon truc, donc je me sens quelque part un peu coupable de ça, mais bref. Et puis, si on regarde la période de l'exploitation de l'homme par l'homme, donc c'est à peu près moins 3500 jusqu'à maintenant, on a 2 pages de ce livre. Et puis, si on regarde le capitalisme, qui commence en fait à peu près à l'invasion de Christophe Colomb, parce qu'on dit il découvre l'Amérique, en fait, il découvre rien du tout. Il colonise, il envahit. Donc, à l'invasion de Christophe Colomb en Amérique, donc 1492, eh bien, ça fait 6 lignes. 6 lignes dans ce livre de 100 pages. Donc, vous voyez qu'il y a des systèmes, il y a eu des systèmes économiques bien différents et que le capitalisme n'est pas la panacée, n'est pas une fin en soi et qu'on peut tout à fait vivre d'une autre façon qu'avec ces signes monétaires, cette monnaie créée par les banques commerciales, qui n'est même pas de la monnaie légale d'ailleurs, hein, au passage. Normalement, on ne serait pas censé être obligé de l'accepter. Mais voilà où on en est à cause de ce système-là et du pouvoir qu'ont pris les banquiers en fait sur nos vies. Petite vignette sur les masques. Il y a un docteur en cours qui a compilé toutes les études qui ont été faites sur l'efficacité des masques. Il n'en a pas trouvé une seule qui montre que le masque marche. On en a parlé dimanche dernier justement et on a passé sa vidéo. Ravi à ceux qui sont masqués, sortez de, c'est fini, le bal masqué est terminé là. On peut se montrer. Ne mettez pas le masque si vous comptez faire quelque chose de sérieux parce qu'il t'aura asphyxié juste avant. Mais bon, d'abord, merci pour cet exposé brillant comme d'habitude. Une fois qu'on t'a expliqué que tous ces enfoirés, ils veulent te foutre à la misère. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? Alors, le plan, c'est de s'armer. Mais c'est là où tu te trompes. C'est là où tu n'as rien compris. S'armer, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des fusils, on va tirer sur tout le monde? Non, ça, c'est méthode George Soros. Tu as compris ou quoi? La question est, pourquoi s'embrouiller avec des policiers tout en bas
alors qu'ils répondent à des ordres qui sont tout en haut. Donc, tu comprends bien que là, on a changé d'étage. Donc, moi, je te dis, toi qui me regardes et qui nous regarde, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Une fois qu'on a compris comment marche le système, eh bien, il faut aller éveiller les autres. Il faut arrêter de faire des lives entre nous. Moi, je fais des lives, il n'y a que des convaincus. Et comment on fait pour faire tirer les autres? Eh bien, il va falloir se bouiller. Il va falloir faire cet effort pour comprendre les mécanismes. Merci Chloé pour tout l'effort pédagogique, c'est très important. Comment marchent les choses dans leurs détails, parce que le diable, il est dans les détails. Et ensuite, il faut trouver une manière pédagogique d'aller dire aux gens. Alors là, on voit armer, mais la vérité, la plus grande des armes, c'est dans la tête. C'est le cerveau. Oui. Et, oui. Et le cœur aussi. Le seul vrai truc qu'il y a dans mon attirement à moi, c'est la tête. Imaginez un instant que vous comprenez comment ça marche. Imaginez un instant qu'on met en place une pédagogie. Eh bien, on va réussir à faire changer les gens dans leur manière de vivre et de faire. Et la véritable arme du système, ce n'est pas d'aller dégommer un ou deux du système, puisqu'ils t'en ressortent 1000 à l'appel. C'est quand tu commences à te proposer des crédits à la consommation et que tu n'y vas pas. Voilà. C'est quand tu commences à te dire mets le masque et tu ne le mets pas. C'est ça. C'est quand tu commences à te dire on va te vacciner que tu ne veux pas. Ce qui est important de rappeler, c'est que quand on achète, on décide du monde qu'on construit. Donc, notre acte d'achat, il est méga important. Ce que tu achètes ou ce que tu n'achètes pas, si tu vas dans un supermarché ou à ton marché local, ce n'est pas la même chose. Si tu vas t'acheter ton dernier téléphone tous les ans ou alors tu prends un vieux Nokia ou tu prends une occasion, ce n'est pas la même chose. Et puis, la télé aussi, hein, ça je le dis tout le temps, mais je pense qu'on est tous convaincus ici, effectivement. Moi, ça fait 5 ans que je la regarde plus, je ne sais même pas ce qui s'y dit, mais stop, quoi. Il n'y a plus la propagande, on ne laisse plus la propagande venir dans notre salon. Et puis, un autre truc que je voulais dire aussi, c'est que, tu sais, moi, je me suis réveillée parce que j'ai vécu pas mal d'épreuves dans ma vie. J'ai été victime de pas mal d'injustices, y compris dans ma famille. Et c'est ça qui m'a obligée, en fait, à faire le pas et à chercher pourquoi, et puis comment s'en sortir, comment changer de paradigme et comment vivre différemment. Et je crois que la plupart des gens, je ne sais pas vous, comment vous avez fait pour avoir le déclic de l'éveil, mais la plupart des gens, à mon avis, ont besoin d'une étape, d'une souffrance, d'une épreuve pour enclencher le mécanisme de « OK, alors peut-être qu'on ne nous dit pas tout, maintenant je veux comprendre par moi-même ». Parce que quelque part, on n'a plus rien à perdre quand on sort de sa zone de confort, quand on est confronté à une épreuve, on est déjà hors de la zone de confort, donc c'est plus facile de faire le pas, de découvrir des choses qui ne nous feront pas forcément plaisir au départ, parce que savoir qu'il y a des exploitations comme ça, qu'il y a des mensonges dans tous les sens, qu'il y a de la pédocriminalité, que les autorités n'œuvrent pas toujours pour notre bien, c'est pas facile à intégrer comme information. Donc, je pense que on peut pas dire aux autres, on peut pas obliger les gens à réfléchir. Mais disons que les gens qui se rendent compte qu'il y a un problème, les gens qui vont perdre leur boulot, les indépendants qui vont faire faillite, etc., à un moment donné, ils vont se poser des questions. Et c'est à ce moment-là qu'on doit être là pour leur donner des réponses, pour les rassurer, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est de plus en plus nombreux et qu'on peut faire autrement. Mais je pense qu'on doit être disponible plutôt que prosélyte, tu vois. Parce qu'en étant dans le forcing, parfois, on peut faire fuir les personnes qui ne sont pas prêtes ou qui n'ont pas de raison, en fait, de remettre les choses en question et qui préfèrent le déni pour se protéger. Je pense que, et je le dis depuis longtemps avec la famille, il faut se réunir, qu'on soit d'accord ou pas, tactique ou pas, machin ou pas. Il faut qu'on fasse un bloc et il faut qu'on montre à tout le monde, surtout ceux qui sont un petit peu endormis, que au-delà même de nos arguments et de ce qu'on défend, la dynamique. Qu'est-ce qui fait marcher les gens? C'est la dynamique. Il y a des gens, ils ne savent même pas ce que tu fais, tu les vois en manif. Pourquoi tu viens? Je ne sais pas, j'ai vu du monde, je suis allé. Mais c'est ça qu'il nous faut. Il faut absolument qu'on aille chercher les gens par la dynamique, par l'émotion, par ce que tu veux. C'est vrai, parce que Abdel, j'ai envie de le dire aussi, c'est que dans les manifs, dans les actions qu'on fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est la chaleur humaine, c'est le lien qu'on a avec tout le monde, c'est l'impression d'avoir tous cette envie d'un projet commun qui est vers le bien, vers la bienveillance, vers quelque chose de plus équitable pour tous, quoi, pour la justice. Et ça donne de l'énergie. Et rien que d'être ensemble dans ces projets-là, même si on n'a pas forcément d'effets immédiats, parce qu'en fait, on sème des graines, on n'a pas des effets toujours immédiats. Et ça ne doit pas nous décourager parce qu'on se met ensemble et on se booste. Et les vibrations, les énergies qu'on développe à ce moment-là, ça nous fait nous changer. Et puis, à partir du moment où on change, tout le monde peut changer. Chloé, on a besoin d'amour.
Il Mais faut c'est ça. développer l'amour. c'est De l'amour. Chloé, je t'aime. C'est Chloé, l'amour qui va sauver les choses, c'est pas la guerre. voilà. Donc, évidemment, messieurs, dames qui nous écoutez, cette émission, elle est faite aussi pour ça. À un moment donné, on essaie de réunir tout le monde et ensuite, il va bien falloir proposer quelque chose, mais après une réflexion collective. Arrêtez de faire des marches et des manifs chacun dans son coin. Et du coup, je reviens à ceux qui sont dans les violences policières. Comprends bien que les vieux policiers, c'est pas les policiers tout seuls. Il y a aussi la justice, il y a aussi le politique, il y a aussi le média. Et derrière, il y a les banquiers, les financiers. Donc, au final, que tu le veuilles ou non, tu vas finir chez Rothschild, chez Rockefeller, chez Bill Gates, chez tout le monde. Alors, nous, on te fait gagner un peu du temps. Non, alors ne parle pas au futur, Abdel. Ça, c'est aussi un truc. La pensée est créatrice. Si tu mets le futur dans tes phrases, ça a tendance à se produire. Il faut parler au conditionnel éventuellement ou dire ils ont envie de, mais ça va pas se produire. Pourquoi j'ai mis du futur? Ouais, t'as mis du futur. Ils vont Le faire. masque, c'est à cause du masque, je te dis. Tu me rends compte, ce masque. Comment ça, je vais le futur? Bon, gros bisous, on va laisser En la tout place. cas, merci Chloé. Et puis, j'invite tout le monde à s'abonner à ta chaîne YouTube que je mets en lien dans les commentaires pour tout le monde. Et voilà, où ils pourront retrouver toutes tes vidéos et aussi les émissions que tu fais tous les jeudis, l'info en question, qui est diffusée aussi sur ta chaîne. Et ça sera diffusé sur toutes les chaînes des personnes qui participent en même temps à 20h. C'est ça. Eh bien, c'est beau boulot en tout cas pour votre émission. C'est cool ce que vous faites et en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur Quartier Libre avec nous. Merci à vous pour l'invitation.